Bienvenue tout le monde pour ce live. On a fait pas très souvent, hein. C'est peut-être depuis janvier, on en a fait, c'est le deuxième. Et j'aimerais aller de plus en plus vers ce format-là, hein, des lives sur des thématiques qui vous intéressent particulièrement. Et aujourd'hui, on a prévu donc le sujet de l'arthrose, hein, et de la santé du cartilage, hein. Donc il y a l'aspect pathologique, mais surtout l'aspect comment finalement on peut préserver ce qu'on appelle le capital cartilagineux, hein. Donc on a une sorte de capital à la naissance, enfin, quand on est jeune, et puis comment le préserver le long de sa vie, d'accord, le plus longtemps possible. Hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. S'il y a des questions, n'hésitez pas progressivement à les poser, d'accord? Pas besoin d'attendre à la fin. Alors, donc aujourd'hui, on va pas faire vraiment un cours évidemment de physiopathologie pour comprendre du point de vue cellulaire ce que c'est l'arthrose, ni non plus parler de l'épidémiologie, c'est des choses qu'on trouve facilement sur Internet, hein, et non plus sur le traitement médicamenteux. On va vraiment faire un zoom sur déjà comprendre ce que c'est sur le plan mécanique et puis voir quelles sont les causes autres que des causes métaboliques, etc. Tout ce qui touche la biomécanique humaine. Comment on peut agir sur ce levier qui est quand même très important. C'est pas le seul, mais c'est quand même le facteur principal. Et puis avec vraiment un zoom sur la gestuelle humaine, sur les grandes fonctions, comme la marche, la position debout, mais aussi sur des gestes technico-professionnels. On va faire appel à des gestes dansés ou autres en fonction aussi de vos questions. Alors, s'il y a des gens en attente, n'hésitez pas à me dire que je puisse les accepter. D'accord? Si jamais il y a des personnes en attente, là pour l'instant, il n'y a personne qui est en salle d'attente, mais voilà, si vous n'avez pas la rencontre, n'hésitez pas à me prévenir. Alors, Le son, Santiago, le son est vraiment bizarre quand même. Ça fait de oui, oui, oui. Mais oui, bon, le son est pas bon, c'est ça? ouais. Pour toi Enfin, aussi, chez moi, Sandrine? mais c'est peut-être moi, hein. Si quelqu'un d'autre peut dire. Et Sandrine, tu entends bien ou c'est moyen? Ah, c'est un peu moyen. Ok, ok. Ça vaudrait la peine que je fasse une petite pause de revoir si ce micro il fonctionne, hein, parce que c'est la première fois qu'il n'est pas reconnu, hein. On va refaire un test. Enfin, c'est vrai que si le son est pas bien, c'est pas marrant, hein, Pas du tout. Voilà, là, il est allumé et normalement, Ah, ça c'est mieux. reçoit. Et la question, c'est est-ce que si je m'éloigne, le son est moins bien? Quand je m'éloigne, C'est mieux que ce que vous de toute m'entendez moins façon quand tu bien étais que près de. si je me rapproche, c'est mieux ou c'est Enfin, pareil? c'est quasi pareil. Mais c'est mieux avec le micro que quand tu n'avais pas Il le me dit que micro je tout à l'heure. t'entends pas, hein? Ah, tu m'entends pas? Pourtant. Ah oui, je t'entends pas parce qu'en fait, c'est ça qui nous bloque le son. Oui, c'est ça qui nous bloque le son. Et, Attends, je t'écris. alors, est-ce que c'est une question de... Oui, moi, je vous entends pas, hein, du tout. Là, Bénix, je t'entends pas, hein. Bah, tu m'entends là? Pas Quand du tu tout. parles, je t'entends pas, donc je pense que c'est... Alors, est-ce Donc, que... mais le son est bien. Ah non, je t'entends plus. Là, tu m'entends pas, d'accord. Ah, Donc là, maintenant c'est je le... t'entends. De ok. Là, tu m'entends. Est-ce que c'est maintenant pas le micro? Si je m'éloigne, est-ce que tu m'entends aussi bien? Oui. De C'est toute façon, bon? tu vas pas sortir. Non, je vais pas sortir, mais la question, c'est est-ce que c'est bien le micro? Est-ce que le son est meilleur que tout à l'heure? Si je me mets là, est-ce que tu m'entends toujours bien? Oui. Oui. Et si je me rapproche, c'est toujours pareil, C'est c'est la beaucoup même mieux que chose. tout à l'heure. Oui. Ouais. Bon, bien, allez, on va attaquer avec ça. Et puis, j'espère qu'on aura plus de soucis. Voilà. Allez, mais je enregistre.
Alors, donc, je disais, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est l'arthrose. Donc, on va pas vraiment traiter la partie médicale et biochimique, etc. On va s'axer sur les choses vraiment pratico-pratiques, d'accord? Comment préserver le capital de santé de votre cartilage le plus longtemps, d'accord, dans votre vie. On parle des capital osseux, vous voyez, c'est beaucoup plus courant comme terme, mais capital cartilagineux ou du cartilage, c'est aussi tout à fait pertinent, hein. On a oui, commander l'argent, hein, un capital, et puis avec l'âge, évidemment, on les perd physiologiquement, hein. Donc le tout, c'est comment aller vers un vieillissement physiologique et pas vers un vieillissement précoce, hein. Donc c'est bien la différence entre vieillir, bien vieillir, et puis vieillir, mal vieillir, d'accord? Donc c'est tout la question. Alors, pour la définition d'arthrose, juste pour mettre un tout petit peu de lumière, et vous avez au niveau articulaire, vous savez qu'il y a, si je prends un croquis, tiens, tu peux me passer, j'ai une assistante invisible à côté de moi, et si tu peux passer un feutre, vous avez, juste pour cerner les bases, pour les parties de l'articulation, nous avons euh, deux surfaces articulaires, comme ceci, d'accord? Qui sont, on dit, encroûtés des cartilages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'os, il n'est pas directement contre l'os, il y a une sorte de couche, hein, des revêtements d'un tissu qui est un peu plus mou. D'accord? Donc là, je le fais en vert. Ce tissu, il articule avec celui-là, d'accord? Pour donner un peu de mou. Et c'est un peu comme dans un plancher des danses. Vous avez le plancher qui est en bois, espérons-le, généralement, mais il y a le lino, vous voyez, c'est une couche plus fine, mais qui donne un peu de mou, hein. Avec l'ongle, on peut l'enfoncer ou avec un couteau, et c'est mou, hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cartilage hyalin, d'accord? Et ensuite, juste pour le petit rappel, vous rappelez qu'il y a à l'intérieur, il y a du liquide synovial, ici. C'est un liquide qui ressemble au blanc de l'œuf, hein. Syn, ça veut dire égal. Ovi, ça vient des oves, c'est l'œuf, hein. Donc, c'est un liquide qui ressemble au blanc de l'œuf, c'est-à-dire très lubrifiant. D'accord? Et puis, autour de ça, donc si je prends encore du vert, nous avons, ou peut-être du bleu, nous avons une capsule articulaire, d'accord, qui réunit les deux os et puis les ligaments. D'accord? Sous la capsule, il y aurait une autre membrane qu'on appelle la membrane synoviale, hein. Bon, ça, c'est les parties d'une articulation, c'est des choses, voilà, des bases. Donc, quand on parle d'arthrose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons, si je retire la capsule, nous avons ce tissu cartilagineux qui s'est aminci, d'accord? Qui s'amincit pour laisser place vraiment à l'os contre l'os. Donc, quand on dit j'ai l'os contre l'os, hein, nous avons pas mal de patients qui viennent avec des arthroses. Le médecin, c'est leur manière de parler, ils disent vous avez os contre os. Ça veut dire que il n'y a plus la couche des cartilages, d'accord? Donc, et ça, sous le plan radiologique, c'est ce qu'on voit. On voit que les deux os, du coup, sont collés. Il n'y a plus d'espace entre les deux, hein. Et si on parle de la radio, c'est vraiment la partie noire entre les deux os. Ça, ce qui est noir, c'est pas du vide, d'accord? C'est vraiment du cartilage, mais il est radiotransparent, donc on voit rien à la radio, donc on voit les deux os qui sont un petit peu séparés, hein. Quand il y a une arthrose, les os sont vraiment au contact, hein. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, il peut y avoir des poussées inflammatoires avec un liquide synovial, voilà, très présent, en donnant un épanchement. Et puis à terme, ça donne de la déformation, hein. Alors, déformation, pourquoi? Parce que il y a une chose que je vais voilà, vous donner un petit peu moins peut-être évident, c'est une formule mathématique, mais c'est vraiment, je ne suis pas bon en maths, hein, donc c'est vraiment le B à bas. C'est cette formule-là que vous devez absolument comprendre, c'est F égale, pas F, plutôt contrainte, c'est le stress, hein, c'est force divisée par surface. Alors, ça veut dire quoi cette formule? Ça veut dire que si vous avez la contrainte, le terme contrainte, je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, en gros, ce qu'on appelle des contraintes mécaniques, hein. Généralement, c'est la compression, hein. Quand on parle d'arthrose, c'est la compression. Et elle est égale à la force qu'on applique, imaginons 20 kg, hein, ou 30 kg, divisé par la surface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une articulation, regardez, qui a cette surface-là, donc je vais la faire comme ceci, d'accord? Vous avez une articulation qui a cette surface. D'accord? Là,
c'est une petite surface. Si j'ai le même poids réparti sur une surface plus large, vous allez avoir ici une contrainte qui sera petite. Ici, c'est une contrainte qui sera plus grande. Hein. Donc, en fait, tout ça pourquoi? Pour dire que dans l'arthrose, il y a un élargissement des surfaces. D'accord? Autrement dit, quand vous avez un genou arthrosique, c'est un genou qui est gros, c'est-à-dire que vous avez le genou qui est plus gros en fait. Hein. Alors plus gros parce que éventuellement il y a une phase d'inflammation, du coup il y a ce qu'on appelle un épanchement articulaire, hein, donc plus de liquide, etc. Mais généralement plus gros parce que l'os il est déformé, c'est-à-dire que il a augmenté sa surface d'appui. D'accord? Mais ça, c'est une adaptation physiologique. Donc, des doigts arthrosiques, vous avez des doigts plus gros. Donc, si on fait le récap de ce que c'est l'arthrose, c'est une usure du cartilage hein, avec un épaississement, enfin un élargissement de la surface d'appui. D'accord? Et les symptômes, c'est deux symptômes principaux, c'est la douleur et la raideur. Okay? Alors, la douleur, attention, elle n'est pas du tout proportionnelle à la déformation. On a des personnes qui ont une usure très importante. Vous savez, l'arthrose, on peut parler d'arthrose grade 1, 2, 3, 4. Enfin, il y a plusieurs classifications, mais généralement, on la donne à 4 grades. Et un grade 3, ça ne veut pas dire une douleur à 8 sur 10. Quoi, hein. Parfois, les gens qui ont un grade 3, ils ont une douleur à 2. Et d'autres qui ont un grade 1, et puis ils vivent le martyre, et ils ont très mal. Hein. Donc ça, c'est dû au fait que la douleur ne vient pas vraiment de l'usure, ça vient des réactions inflammatoires autour. Hein. Et puis ça part un peu par poussée, par crise. Hein. Donc quand on a une crise, c'est pas forcément qu'on a une aggravation de l'arthrose en termes d'usure. Hein, d'accord? Donc voilà, attention à cette dissociation entre image radiologique et douleur. D'accord? Donc la douleur, elle est très variable et comme vous le savez, elle est toujours influencée par des facteurs cognitifs, c'est-à-dire des pensées, ce que je crois sur l'arthrose. Si je pense que l'arthrose va finir par s'aggraver, parce que mon père avait la même chose et que je vais finir en fauteuil roulant. Et je commence à me faire un film pas possible. Et la douleur qui est là pour nous protéger, en fait, elle va devenir hyper protectrice. D'accord? Un peu comme un chien qui garde votre maison, c'est très bien, mais si à un moment donné le chien il devient tyrannique et il laisse personne rentrer dans la maison, même votre famille, et il devient le chef, ça va pas. Donc la douleur, c'est ça, c'est un mécanisme on peut dire, de protection et qui parfois est trop exagéré par rapport à ce qu'on s'est dit. Donc les croyances, c'est fondamental. Et l'autre aspect, c'est l'impact émotionnel, le fait qu'une douleur qui est à 3 sur 10 vous met par terre émotionnellement à 7 sur 10. Vous voyez, donc, attention, la douleur, ce n'est pas un bon indicateur d'endommagement tissulaire. Ça, c'est très, très important. Et l'autre symptôme, c'est la raideur. Hein. Donc, la raideur, ça veut dire une perte de mobilité. Hein. Donc, quand vous avez une articulation raide, il faut vous poser la question, est-ce que c'est une arthrose? Hein. Et c'est une raideur qui est dite symétrique, c'est-à-dire qu'un doigt qui est arthrosique, il va être raide aussi bien en flexion qu'en extension. Un genou arthrosique, il va être raide dans tous les sens, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle une raideur symétrique, ça veut dire c'est pas que la flexion, que l'extension, d'accord? Donc la raideur, c'est l'autre symptôme principal. Donc douleur, raideur, déformation. Vous voyez, ça c'est les trois choses. Voilà, moi-même en tant que kinésithérapeute ou mon équipe, on ne s'amuse pas à donner des diagnostics. Hein. C'est-à-dire que le diagnostic, c'est médical et c'est surtout radiologique. Hein. Mais vous avez le droit, en tant que professeur, de dire à quelqu'un, tiens, mais c'est peut-être une arthrose, est-ce que vous pouvez aller voir le médecin, éventuellement, ou vous faire une radio, etc. Et c'est important de la diagnostiquer parce que vous allez voir, il y a quand même des choses à faire hein, sur les arthroses. Donc voilà, ça c'est pour la partie introduction. Alors, pour les facteurs de risque, nous avons des facteurs de type non modifiables. Enfin, on sait que certaines arthroses sont plus prévalentes chez la femme, par exemple. Des facteurs aussi comme l'âge, c'est non modifiable. Hein, si on a 70 ans, on a 70 ans. C'est plus prévalent chez les personnes plus âgées. Il y a aussi des problèmes métaboliques ou certains chamboulements un peu hormonaux aussi qui peuvent favoriser. Mais tout ça, c'est non modifiable. Ouais. Donc, ce qui est non modifiable, on essaie de pas trop porter attention. Vous voyez, vous avez le droit de porter attention à ce que vous voulez, mais généralement, c'est ce qui est de notre ressort hein, qu'on doit essayer de modifier, d'accord, enfin d'agir, hein, d'accord. Alors,
sous le plan des facteurs modifiables, on a quoi? Et là, on rentre déjà dans la partie prévention, hein. Alors, nous avons le poids corporel, c'est-à-dire tout surpoids, c'est un facteur de risque de user le cartilage de manière précoce, hein. Alors, surpoids, on peut être surpoids des 5 kilos ou des 50, hein, d'accord? Vous savez que ça se calcule par le index de masse corporelle, et dès qu'on est au-dessus de son poids des formes, on parle de surpoids, hein. Et puis, au bout d'un moment, on parle d'obésité, d'accord? Mais sans parler d'obésité, tout surpoids, imaginons, vous marchez ou vous sautez avec un sac à dos qui pèse 5 kilos. Vous le sentez tout de suite. Donc, c'est ça, le surpoids, il faut l'imaginer comme un sac à dos qui nous pèse sous nos articulations, d'accord? Donc, première chose, agir sur ça, on le sait aujourd'hui, si on fait synthétiquement, c'est qu'on mange trop gras, trop sucré et trop, tout simplement trop. D'accord? C'est-à-dire qu'on apporte plus de calories que ce dont on a besoin, contrairement à des pays en développement qui, eux, ils sont au contraire en manque de calories. Nous, on est vraiment hyper calorique, donc on mange trop gras, trop sucré et trop, tout simplement. Donc, ça, c'est l'aspect alimentaire. Après, il y a aussi des facteurs hormonaux qui peuvent faire qu'on peut prendre du poids, hein. Ce n'est pas que l'alimentation. Et l'autre aspect, ben, c'est la sédentarité, bien évidemment. Ça va avec le poids du corps et le surpoids. Et on en parlera tout à l'heure de manière plus précise comment le mouvement, ça aide au cartilage à se préserver, hein. Et ensuite, il y a des facteurs de risque un peu plus biomécaniques, locales. Et par exemple, tout ce qui est déformation, je pense aux genoux, par exemple, les genoux arqués, vous voyez, ce qu'on appelle les genoux varomes. Ça, c'est une déformation des genoux qui est très, très, très prédisposante à l'arthrose. Le genou en X, hein, valgus, c'est un peu moins, hein, c'est mieux toléré, mais le genou varome, très. Ensuite, certaines morphologies des colonnes vertébrales, hein, qui sont un peu plus, qui respectent un peu moins les courbures. Voilà, ça, c'est des facteurs aussi prédisposants à l'arthrose. Évidemment que nous avons aussi de certains traumas. Par exemple, si vous avez une fracture qui est intra-articulaire, c'est une fracture qui n'est pas sous le corps de l'os, mais vraiment sous l'extrémité, ça peut modifier la surface articulaire, okay, et créer des hyperpressions d'un côté ou de l'autre, hein. Donc ça peut être aussi des facteurs d'arthrose ou encore certaines opérations. Imaginons que vous retirez un ménisque au niveau du genou, hein. Et avant, on retirait les ménisques de manière joyeuse, hein. Un footballeur avait mal, voilà, on retire. Mais en fait, quand on retire un ménisque, ce qui est une sorte de petit coussinet pour le genou, du coup, ça peut donner une arthrose précoce, hein. Donc, le footballeur a 38 ans, il devait s'arrêter parce que l'arthrose, elle était trop importante et on ne peut pas jouer au foot avec une prothèse, hein, des genoux. Donc voilà, pensez à tout ce qui est retrait. Et là, ils le font de moins en moins. Maintenant, ils suturent les ménisques, hein. Ils font moins des retraits parce que justement, ça prédispose à l'arthrose, hein. Voilà. Et puis le dernier facteur, le plus important, c'est lui qu'on va aborder davantage, c'est tout ce qui est posturo-gestuel, c'est-à-dire le comportement physique. Voyez, on parle de TTC, non? TCC, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Je pense il faudrait créer la TPC, thérapie physico-comportementale, c'est-à-dire que votre comportement impose un cahier des charges, voyez, physique, hein, et qui détermine énormément des problèmes, en fait, hein. C'est-à-dire que nous, parfois, en kiné, on traite un lombalgique, qui a mal à mal de dos, mais si on n'arrive pas à comprendre pourquoi, en arrivant de travail, il doit passer 3 heures enroulé sous le canapé à regarder la télé, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas agir. Ce n'est pas une des meilleurs exercices qui va changer quelque chose, c'est le comportement, hein. Donc ça, nous avons une responsabilité dans notre vieillissement articulaire par notre comportement physico-comportemental. Évidemment que c'est lié au psychologique, hein, c'est évident. Alors, autrement dit, le plus important, c'est cette histoire de surface articulaire. Regardez, je vous explique sur le plan avec un croquis assez simple. Je vais effacer
en gros, je vais vous expliquer la notion de position neutre. Donc, si on prend une articulation, n'importe laquelle, je vais prendre n'importe quelle articulation, vous avez globalement, pour faire simple, vous avez, si je prends par exemple le coude, d'accord, ici, avec la main, voilà, le pouce. Donc, vous avez la position, disons, en extension pure du coude, si on regarde des profils. Donc, là, c'est le bonhomme, il est comme ça. Des profils, vous avez voilà, comme ça, vous avez un placement qui est complètement droit, d'accord? Donc, ça, c'est 0. Okay. Si vous allez en fin de mouvement, vous avez un placement qui est comme ceci. D'accord. Donc, imaginons que là, on a fait 120 degrés. Là, c'est 120 degrés. Ça marche? Donc, ce mouvement-là, on peut le diviser en 3. D'accord. Du coup, ça veut dire que si je fais 3 secteurs, 3 petits camemberts, je retrouve un angle ici, d'accord, qu'on appelle la course moyenne. D'accord? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est mon neutre. D'accord? Donc, la question, c'est que quand on est dans ce neutre, on est aligné. D'accord? Aligné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des surfaces de contact qui sont maximales. D'accord? Autrement dit, vous avez des contraintes minorées. Donc, quand on dit à quelqu'un, pas en danse, en pilates, en yoga, ce qu'on veut, on dit les alignements, il faut bien se placer. Voilà, tous ces genres de sémantiques-là fait appel à ces notions-là. C'est-à-dire, est-ce que les segments sont bien en face l'un de l'autre? D'accord? Donc, plus on va vers les extrêmes, imaginons un coude, plus il est fléchi, un genou, plus on est accroupi, ou en hyperextension, vous voyez, plus on a une surface qui est réduite. D'accord? Si je prends l'exemple du genou, ici, ça se voit très bien pour le genou. Vous avez un positionnement en flexion. Voilà, ça c'est un genou droit. Et si je me mets de manière accroupie, regardez ce qui se passe. Regardez, toute la surface articulaire au niveau de condyles fémoraux et des plateaux tibiaux, regardez, est diminuée. C'est-à-dire que vous avez tout le poids du corps sur une petite surface postérieure ici au niveau des plateaux tibiaux. D'accord? Ça veut dire que tout le poids du corps repose sur une toute petite surface. Donc la règle de tout à l'heure, la formule, c'était contrainte égale force divisée par surface. Si vous avez une petite surface, vous avez une contrainte qui augmente. Par contre, si on est dans le neutre, vous voyez, un petit peu fléchi ou même, voilà, plus près à ces positions-là, là, vous avez une bonne zone de contact. Si vous êtes au contraire en hyperextension, pareil, regardez, vous partez sur un contact qui est moins important. Voyez. Donc, en gros, la question d'alignement des courses moyennes, c'est un contact articulaire qui soit le plus important possible. D'accord? Ça, c'est vraiment le point clé. Alors, on pourrait observer pour différentes articulations, on va les faire, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale et de la hanche. Au niveau de la colonne vertébrale, la gynecolonne, on va, juste à titre d'exemple, et on va le faire avec la hanche également, on va observer quel est le neutre au niveau de la colonne. Regardez, le neutre, c'est des faces de la colonne, elle est droite, c'est-à-dire que si elle est tordue comme ça veut dire que ce n'est pas du neutre, on est en inclinaison. D'accord? Donc, quand tu regardes une colonne des faces, elle doit être droite. Sinon, c'est une petite scoliose, une déformation. Par contre, des profils, regardez, elle n'est pas droite. Il y a 3 courbures, concavité lombaire, ce qu'on appelle une lordose, convexité thoracique, syphose, concavité cervicale. Donc, le neutre pour la colonne, c'est ça. D'accord? Avec l'âge, la tendance, c'est à perdre les 2 concavités, c'est avoir la tête en avant. Si vous voyez un vieillard avec un port de tête comme ça, c'est forcément un danseur. C'est Cunningham, quand il était très vieux, j'en ai vu d'autres qui avaient un port de tête jusqu'à ses 90 ans. Mais en dehors de ça, tout le monde a tendance, regardez-moi, à perdre le cou, en fait. On est comme ça, voilà. Et on finit sa vie comme ça. Tiens, le cou, il est où? Ben, il est fléchi, en fait. Donc, et ça veut dire ça. Regardez, vous perdez la lordose. Donc, et là, c'est pas du neutre. Là, on est sur
un appui qui n'est pas centré, en fait. Hein. On a tout l'appui sous le disque, par exemple. Hein. Et au niveau lombaire, qu'est-ce qui se passe? Pareil, si vous voyez un vieillard 90 ans avec une belle cambrure, vous m'appelez, Santiago, j'ai vu un gars 90 ans, belle cambrure. Non. Les vieux ont tendance, les vieilles, hein, tac, à perdre la cambrure lombaire. Okay. Donc, il y a des tendances comme ça avec l'âge qui sont quasiment tout le temps présentes. Hein. Mais ça, c'est des exemples de qu'est-ce que c'est une position neutre. Pour la colonne, on a dit préserver les courbures et les faces tout droit. D'accord. Évidemment, éviter les rotations. Hein. Donc, ça veut dire que le bassin des faces, les épaules des faces, du moment où on a les épaules d'un côté, le bassin de l'autre, là, il y a une rotation. On n'est pas dans le neutre. Alors, si on parle de la hanche, regardez, d'ailleurs, je l'ai ici. Au niveau de la hanche, regardez, le neutre, ça serait la position. Vous vous rappelez qu'on était à quatre pattes. D'accord. On s'est mis debout. Donc, le neutre, en effet, c'est plutôt vers le quatre pattes. Sauf qu'on ne va pas revenir à marcher à quatre pattes. Sauf le samedi soir, si on revient trop chargé, on marche debout. On ne va pas changer ça. D'accord. Mais en position debout, vous avez quand même, regardez, je vous montre au niveau de la hanche, une manière d'être plus ou moins en surface large ou en surface étroite. Alors, on va étudier ça. Regardez. Pour augmenter la surface de la hanche, regardez ce que je fais d'appui. C'est écarter légèrement, parce que si je rapproche, regardez ce qui se passe. La tête, elle sort. C'est quand on écarte que la tête rentre. On est d'accord? Ensuite, légère flexion. Je reviens vers le quatre pattes, si vous voulez. Et ensuite, au niveau de la rotation, c'est le neutre, voire un petit peu rotation médiane. Hein. Donc, si on le fait avec moi, d'ailleurs, ça vous pouvez le faire avec moi, le neutre de la hanche serait plutôt le fait de rester légèrement écarté, bien parallèle, vous voyez, et un bassin qui est dans le neutre. Hein. Ça marche? Alors, l'exemple de la danse classique, c'est là pour rien qu'il y a énormément des arthroses, c'est que on a tout le contraire. Vous voyez, on a un bassin qui est en rétroversion, et une hanche qui est en rotation latérale. Et en plus, on est parfois en cinquième, on est en adduction. Donc, ça veut dire que si je vous montre avec cet exemple-là, vous avez une hanche qui est en rotation latérale, regardez, donc la tête dehors. Un bassin qui est en rétroversion. La rétroversion, rappelez-vous, c'est ce mouvement-là où le contenu du bassin est versé en arrière. Hein. C'est la même chose qu'une extension. Hein. On change le point fixe, mais c'est la même chose. Donc, on a dit rotation latérale, extension, et ensuite, imaginons qu'on est en cinquième, en danse, et on est en adduction. Regardez, on a la tête dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe, la tête dehors? Ça veut dire qu'on a tout le poids du corps sur, regardez, un petit centimètre carré. Et l'arthrose, c'est ça, en fait. Hein. C'est de diminuer la surface d'appui. Autrement dit, si vous avez une articulation qui n'est pas bien alignée, c'est là que le poids du corps hein, est supporté sur une toute petite partie du cartilage, et c'est ça qui est mauvais. D'accord, pour le cartilage. D'accord, c'est de supporter trop des contraintes. D'accord. Est-ce que s'il y a des questions sur cette notion-là, dites-moi parce qu'elle est vraiment essentielle. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est cette notion des positions neutres. Hein, c'est très très important. Ensuite, l'autre aspect primordial pour moi, c'est la question de l'alternance des sollicitations. C'est-à-dire que le cartilage, c'est une structure qui aime se faire contraindre et se faire relâcher. Contrainte, relâchement, contrainte, relâchement. Si vous faites tout le temps contrainte, relâchement, le cartilage, il se use beaucoup moins. C'est-à-dire que lui, il aime ça. Il aime la contrainte, le repos, la contrainte, le repos, la contrainte, le repos. Ça veut dire que, moralité de tout ça, il n'y a aucune position qui est bonne finalement. C'est-à-dire que si vous la tenez trop longtemps, même si on est bien aligné, vous voyez, la position debout, elle est horrible à tenir. Si c'est d'accord. Par contre, quand on est debout et qu'on fait un coup je suis à droite, un coup je suis à gauche, un coup je vais en avant, et puis là c'est différent parce que là je me repose. Vous voyez, le fait d'alterner les sollicitations très importantes. Donc autrement dit, éviter tout ce qui est statique, hein, position statique. C'est très important d'alterner. Donc, moi, souvent, en ergonomie, quand on me demande quelle est la bonne position assise, moi, j'ai dit souvent qu'il s'agit de changer. C'est-à-dire que ça, c'est pas interdit, vous voyez. Ça, c'est pas interdit. Mais il ne faut pas rester comme ça 2 heures. Hein. C'est qu'après, je change des côtés et après, je vais me mettre
plutôt les pieds par terre, après je vais croiser, le fait d'échanger, d'accord? Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est sous le plan vraiment ergonomique. Vous voyez, le fait de dire, tiens, il n'y a pas une position qui est parfaite si on la maintient trop longtemps. D'accord? Il y a une phrase qui dit, la meilleure posture, c'est la suivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce qui est important, c'est d'évoluer et de faire changer ces postures. Hein. Autrement dit, les bureaux, maintenant, à IKEA, il y a des bureaux qui sont réglables en hauteur, mais c'est très bien. Ça fait que 5 ans. Ça aurait dû être inventé il y a longtemps, hein, pour faire tous les 20 minutes, hop, on fait 20 minutes debout et puis on se réassoit, vous voyez, et on a un changement au niveau de la position debout assis. Hein. Donc cette alternance, elle est favorable à la prévention. Voilà, encore une troisième notion. Donc on a parlé des alignements. Donc on pourrait étudier région par région, on n'a pas le temps, mais c'est important de se poser la question. On a parlé aussi des changements des sollicitations, d'alterner, de ne pas faire toujours la même posture. Et un troisième, on pourrait parler des microtraumatismes, vous voyez. Ça veut dire en gros les impacts. D'accord? Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce que autant il peut y avoir des activités où on n'a pas besoin de faire des impacts, mais typiquement, je pense à la danse, c'est inhérent à la pratique et à la technique de faire des sauts. D'accord? Donc, on ne peut pas dire à un danseur, arrête de sauter. D'accord? Donc, dans cette notion-là d'impact, donc c'est une contrainte de compression dynamique qui, en effet, est agressive quand même pour le cartilage. La question, c'est comment toujours c'est d'aller dans la progression, évidemment, que si on n'est pas habitué à sauter et d'un coup on se met à faire des 30 minutes de saut, ça ne va pas le faire. Donc, il y a une adaptation du tissu hein, qui doit procéder de manière très progressive. Mais en dehors de ça, c'est toute la notion d'amorti, hein, c'est-à-dire de réception au sol. Hein. En gros, il y a un indicateur qui est très fiable, c'est le son. Plus vous faites du bruit, d'accord, plus vous engendrez des contraintes, des compressions, d'accord. Alors, le bruit, c'est en effet, ça traduit l'impact. Hein. Donc, typiquement, si on prend l'exemple du danseur, par exemple, l'idée, c'est de venir utiliser les orteils, avoir un appui sur les têtes des métas, puis le talon, puis le genou, puis la hanche. Hein. Donc, vous voyez, c'est surtout cette chaîne-là d'absorption qui est intéressante. Et nous, ça fait partie de ce qu'on travaille avec les danseurs, par exemple, pour la prévention de l'arthrose, mais aussi des problèmes de discopathie. Hein. Les disques intervertébrales, ils peuvent dégénérer aussi de type, on parle de discarthrose, hein, d'accord? Donc, évidemment, quand il y a une hernie discale ou autre, encore plus, mais même, sans parler de ça, tout ce qui est dégénérescence, il faut faire attention à ces réceptions des sons, d'accord? Évidemment que le plancher des danses, c'est très important. Moi, je ferais de voir qu'il y a des danseurs flamenco à Paris, bon, en Andalousie aussi, hein, chez moi, mais à Paris qui parfois dansent sur des planchers qui ne sont pas du tout adaptés. Vous voyez, le flamenco, c'est une danse percussive. Déjà, on ne peut pas le faire avec des baskets, avec du gel, parce que ça ne sonne pas, donc il faut que ça sonne. Mais le plancher doit être amortissant. Vous voyez, ça doit être comme un cajon flamenco. Vous voyez, c'est quelque chose, dès que tu tapes, ça résonne. Et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, et ils mettent une intensité, ouais, les danses percussives, le flamenco notamment, plus que les claquettes. Hein. Ils finissent avec des arthroses, souvent à cause du sol. Hein. Donc attention, tout n'est pas d'ordre gestuel. Hein. Il y a aussi l'interface, notamment le sol. Je pense aux chaussures, évidemment. Là, ce n'est pas le cas en flamenco, il faut danser avec des chaussures avec des clous hein, ou des plaques mais, pour le claquette, mais dès qu'on a une activité sportive, il faut pouvoir choisir un sol si on parle de la course à pied, et c'est vraiment les pistes d'athlétisme. Hein. Ou alors l'herbe, par exemple, c'est beaucoup plus amortissant que de le faire sur du béton. Et puis les chaussures, évidemment, avec du gel, etc. Alors, cela dit, est-ce qu'il ne faut pas interpréter que courir sur du béton, c'est mauvais? C'est toujours pareil, d'accord? C'est que c'est une question de progressivité. Si vous êtes un surpoids, pas habitué à la course à pied, et vous faites 30 minutes le premier jour, c'est évident que vous pouvez
vous inflammez le cartilage, d'accord? Mais c'est toute une question de progressivité, d'accord? Et de vraiment aller adapter le corps aux contraintes, hein. Donc, les spécialistes, ils vous diront que c'est pas problématique de courir sur du béton. Je suis d'accord, mais c'est toujours contextualiser les choses, hein. Voilà sous le plan de la gestuelle, hein, ce que je voulais vous dire. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas, enfin, de choses que vous voulez traiter. Bénédicte, Oui, oui? en fait, en dehors de la danse et tout ça, est-ce que le fait d'avoir un impact, tant qu'il n'est pas trop violent, c'est bon aussi pour le... Il n'y a pas un truc de régénérescence, le fait les pressions et tout ça, ou je me plante complètement le truc? Oui, c'est ça. Non seulement c'est pas dangereux, la course à pied ou des sollicitations d'impact, hein, c'est que le corps en a besoin, hein, et la contrainte bien dosée, c'est ça le mot-clé, est bénéfique à la prolifération des l'os et puis du cartilage. C'est-à-dire que c'est une contrainte qui est bien dosée, hein. Donc, comme on disait, c'est pas un impact d'ailleurs, hein, c'est vraiment l'accumulation, d'accord? Et Mm. si c'est bien dosé, mais après, ça veut dire quoi bien doser? Est-ce que courir 3 heures par jour, c'est normal? Mais les marathoniens, il y en a plein qui finissent avec des arthroses, hein. Vous voyez, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on pousse au maximum la contrainte ou est-ce qu'on fait le progressif, hein? Mais ce n'est pas l'impact lui-même qui est mauvais, mais le fait de ne pas être prêt à le supporter. Mais D'accord? là, la question, c'était plus, est-ce que une pression, une compression, est-ce que c'est pour ça qu'on dit aux gens qu'il faut qu'ils marchent et tout ça? C'est le fait d'avoir une pression à un moment qui a un rôle dans l'os ou dans le cartilage. Mm. C'est ça, mais plutôt la compression, ça a un rôle positif, hein. Oui, voilà, c'est D'accord? ça. C'est bon pour Voilà, l'os. mais tant qu'elle soit alternée par des moments de décompression. C'est pour ça la marche, typiquement, c'est très bien. Parce que c'est pied droit, pied gauche, d'accord? Avec le poids du corps, ça, l'inertie qu'on a quand on fait de la course à pied, où là, le poids du corps est multiplié, d'accord? Et c'est une très bonne activité, d'accord? Mhm. Ok. Après, une marche avec un sac à dos, par exemple, c'est déjà plus. Vous voyez? Mais encore une fois, c'est progressif, on s'habitue petit à petit, d'accord? Mais voilà, c'est la contrainte, il ne faut pas la voir comme mauvais, et au contraire, ça augmente la résistance du tissu, hein, mais il faut que ça soit progressif, hein, pour créer de l'adaptation. On parlait d'adaptation biologique, hein, d'accord? Alors, sur plus la gestion, oui, il y a une question, oui, le chat. Aude, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, tu peux le redire, Aude? Tu peux poser la question oralement? Oui, Aude, Non, en fait, elle peut pas. Tu m'entends? oui, Elle peut pas parce que son son ne marche pas. d'accord, c'est pas Et grave. Alors, ce oui, qu'elle j'imagine qu'elle veut demande, qu'on aborde le chat, c'est ça? voilà, elle Ça marche, veut le chat. pouvoir aller Ok, très sur bien, un très bien. autre support et que tu D'accord. puisses l'accepter. Si j'ai Des bien questions compris. du chat, hein, c'est ça? Enfin, les Non, questions c'est qui ont pas été ça. posées. Non, c'est pas ça. En fait, elle veut sortir de la réunion pour aller sur un autre support, que Ah, tu l'acceptes. Parce qu'elle a un problème, elle n'entend pas sur ça y est, l'appareil je viens de le d'où elle est. faire. Merci Sandrine pour la Voilà. clarté. C'est fait. Je t'en Aude, prie. nickel. Allez, j'ai accepté, parfait. Alors, mais ça me fait penser qu'on avait des questions, hein, qu'on va traiter tout de suite. Mais juste, j'ai fini pour dire, prévention, on en a parlé. Maintenant, comment on fait quand on a une arthrose? Et en gros, c'est de mobiliser l'articulation. C'est-à-dire que quand vous avez une raideur, il faut mobiliser, d'accord? Dans les deux sens. Imaginez que vous avez un problème des genoux, ben, il va falloir faire des exercices de flexion du genou pour venir talon-fesse petit à petit, vous voyez, d'accord, des allers et tout, mais aussi des postures, hein. Et pareil pour l'extension, de venir faire des positions de extension. Donc le fait de mobiliser et de
éviter de perdre de l'amplitude. Ça, c'est fondamental parce que le liquide synovial, il va se mettre à proliférer et à bien lubrifier l'articulation. Et le cartilage, on le sait, il se nourrit de ce liquide. Hein. Donc, mobiliser, c'est fondamental. Et avec des exercices, hein, yoga, etc. Mais aussi par de la marche et des mouvements un peu fonctionnels. Ouais, tout ce qui est gymnastique fonctionnelle, etc. C'est très bien, d'accord? Le yoga, le stretching, tout ce qui cherche les fins d'amplitude. Hein, ça, c'est fondamental. Et ensuite, avoir un comportement d'économie. C'est-à-dire que je vois parfois des gens debout, ils sont comme ça, ils te parlent, ils sont debout comme ça, ils ne bougent pas. Et puis ils attendent, ils restent. Et puis 5 minutes sont passées, il n'a pas bougé. Ça, c'est un comportement pas du tout d'économie. D'accord? Il faut pouvoir toujours s'asseoir sur un coin des tables, s'appuyer sur un mur, bouger droite-gauche, arrêter de rester debout, immobile. Vous voyez, c'est des comportements comme ça qu'il faut essayer d'éviter. Évidemment, éviter les positions extrêmes longtemps. S'asseoir accroupi, je vois les Maghrébins au Maroc sous les côtés de la route, il y en a plein de mecs assis accroupis, dans la position de défécation. Depuis toujours, est-ce qu'ils ont plus d'arthrose que nous? Je pense qu'au niveau des genoux, oui, mais il faudrait le démontrer. C'est même pas dit. Vous voyez, parfois, c'est pas mathématique, mais voilà, éviter les positions accroupies comme ça, statiques par exemple. Voilà le surpoids, voilà tout ça. Et donc, mobiliser, bouger, quoi. Hein. Ça, c'est vraiment primordial. Après, évidemment, que dans des pics d'arthrose, parfois les médicaments des types corticoïdes, etc., les médecins peuvent aussi prescrire des infiltrations d'acide hyaluronique, qui est plutôt, pas un anti-inflammatoire, c'est plutôt un produit qui nourrit le cartilage. Donc voilà, l'accompagnement médical, je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté, mais savoir qu'on a surtout un comportement, une gestuelle à adapter hein, dans le sens de l'économie. Hein. Moi, je dirais ça quand on est une arthrose. Et puis voilà, globalement, c'est comme ça qu'on doit gérer. Alors, là, il y a des questions, par exemple, au niveau de l'alimentation. Et très difficile à vous répondre parce que tout ce qui est forcément inflammatoire, ça va prédisposer aux crises arthrosiques, évidemment. Et puis, on sait que l'apport en vitamine D, en calcium, etc., c'est favorable à l'os, au tissu ostéo-articulaire, mais je ne peux pas vous dire plus. Vous voyez, j'aimerais vous dire, je sais qu'il y a énormément de compléments aussi. C'était une question sur les compléments qui commencent par chondro, je ne sais pas quoi, tous ces genres de médicaments. Soit, disons, c'est censé nourrir aussi le cartilage. Au niveau de l'évidence scientifique, on est à ses limites. Hein. Alors ensuite, oui, pardon, dans le management de l'arthrose, j'avais oublié évidemment tout ce qui est renforcement musculaire. Alors pourquoi? Parce que avoir des muscles périarticulaires de bonne qualité sur le plan de leur capacité à contrôler le mouvement, hein, mais ça fait que le mouvement il est mieux contrôlé, donc forcément le roulement des surfaces est fait avec moins de mouvements parasites, si vous voulez. Donc c'est une manière aussi d'entretenir la fonction articulaire, c'est l'effet du renforcement musculaire, hein, que ce soit statique ou dynamique. Hein, donc ça, c'est évident. Donc la réponse est oui, hein, les exercices de renforcement sont conseillés. Toujours pareil, avec une notion de résistance adaptée. Hein. Alors, ensuite, d'autres questions, par exemple, les adolescents, comment on prévient les lésions des cartilages et des ménisques? J'imagine que c'est traumatique, hein, parce que sinon, un adolescent n'a pas à avoir des lésions méniscales. Hein. Donc, tout ce qui est traumatique, c'est très difficile, notamment, c'est un foot, ce qu'on appelle les sports des pivots, vous voyez. C'est très difficile à prévenir, mais le renforcement musculaire, évidemment, parce que ce sont des traumas qui viennent par un faux mouvement, en quelque sorte. Donc, le renforcement musculaire et le travail proprioceptif. Rappelez-vous, le renfort, c'est du quantitatif, on fait du muscle. Le proprioceptif, c'est du qualitatif. Hein. Donc, on travaille avec des plateaux instables, les alignements, les propulsions, tout ça, c'est du travail proprioceptif. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Et ensuite, il y a, oui, la question de l'arthrose des hanches. Hein. Évidemment que les genoux et les hanches, c'est les deux articulations qui sont les plus arthrosées. La cheville, non. On ne sait pas pourquoi, mais le cartilage de la cheville, il est nickel, c'est toujours. Hein. On ne fait pas d'arthrose à la cheville. Alors, chez les danseurs donc, hanches et genoux, ben, c'est de venir à Corporis Fabrica et travailler avec l'équipe de kinés parce qu'on connaît très bien ce qu'il faut faire pour prévenir l'arthrose des lanceurs, mais ça joue beaucoup sous le placement. Hein. Le placement dans des positions dans dehors, comment on gère les pauses, vous voyez,
Parfois, on a un danseur qui est en dehors pendant le temps de danse et quand le prof parle, il reste en dehors. Mais non, non, il faut revenir en parallèle, par exemple, hein. Et quand il est dans la rue, il continue à marcher en canard, vous voyez. Donc, il y a plein de choses comme ça que nous, on travaille, pas que dans le geste technique, mais aussi dans le geste de la vie courante. J'ai dit souvent, un danseur, c'est aussi un être humain avant tout, hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Par exemple, j'ai choisi celle de euh, les mouvements non douloureux. Voilà, quels sont les mouvements qu'il faut faire? Mais en gros, quand on est sain, complètement sain, il faut aller exploiter toutes les amplitudes de chaque articulation, d'accord? D'où l'intérêt du yoga, du stretching, etc. C'est des techniques qui viennent exploiter tous les sens du mouvement, hyper important, hein. Parce que rappelez-vous, la règle, c'est ça, on n'utilise pas un truc, on le perd. L'être humain est comme ça, et on n'utilise pas son cerveau, on le perd, hein. Et on n'utilise pas la main, on la perd, on l'atrophie. Donc voilà, il faut vraiment, voilà. Et dès qu'on a une arthrose, à ce moment-là, il faut aller chercher des postures longues, etc., pour gagner l'amplitude articulaire. D'accord? Alors, ensuite, d'autres questions, par exemple. Oui, la question de est-ce qu'on peut continuer à courir malgré l'arthrose? Alors, justement, je parlais des marathoniens qui ont des arthroses grade 3 et continuent à courir en compétition. Son envie de courir et son besoin de courir et l'argent qu'il gagne avec la course est plus fort que la douleur. Donc, et ça dépend de la douleur, franchement, hein. Il ne faut pas se fier au niveau de l'arthrose. Jamais un médecin peut vous dire arthrose grade 3, ne cours plus. Non, attends, j'ai pas mal. Je cours, j'ai un petit peu une gêne, mais ça passe tout de suite. Franchement, on ne peut pas dire. D'accord? On ne peut pas dire qu'il faut arrêter. D'accord? Alors, la cure thermale, est-ce qu'elle est bonne pour diminuer les douleurs? Alors, les douleurs, en effet, tout ce qui est chaleur hors les crises inflammatoires, c'est intéressant. Et évidemment, les cures thermales, ça en fait partie, hein. Et ensuite, une professeure des Pilates qui dit: je suis amené à avoir des pratiquants qui ont de l'arthrose et dans certains cas de façon très propagée. J'aimerais approfondir mes connaissances pour pouvoir construire mes cours et améliorer leur mobilité sans douleur et avec sécurité. Voilà, donc et ça, c'est le principe, il est très bien compris. Maintenant, il faudrait voir posture par posture, ça veut dire quoi en toute sécurité, etc. Mais globalement, c'est ce qu'il faut faire, c'est mobiliser, mobiliser avec une bonne gestion de la contrainte, hein, et la notion de progression. Alors ensuite, pourquoi le cartilage a une capacité de cicatrisation qui est plus limitée par rapport à d'autres tissus? Là, je vous dirais, allez sur dieu.com, hein, parce que je n'ai pas la réponse. Ensuite, danse tahitienne. Voilà, je me demande, alors une danse tahitienne, c'est très intéressant, la danse tahitienne. Je ne plie pas assez les genoux. Et je m'entraîne pour ça, pour plier les genoux. Donc, elle me dit: bonjour, je suis dans des cours de danse tahitienne, à un bon niveau, et je ne plie pas assez les genoux. Je m'entraîne pour ça. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est l'entraînement et à partir du quand c'est de l'usure, hein. Et comment faire pour être sûr qu'on fortifie ses genoux sans abîmer les cartilages? Oui, c'est clair que c'est un peu comme, vous voyez, dans la contorsion, je vois ça aussi, les contorsionnistes qui veulent aller plus, mais sans savoir jusqu'au quand on commence à être mauvais, en fait, pour son corps, hein. Donc, la réponse, elle n'est pas évidente à donner. Moi, je dirais que tout ce qui est amplitude physiologique, pour le genou, typiquement fesse-talon, ça, c'est une amplitude normale pour le genou. Je pense il faut l'avoir, cette amplitude-là, hein, d'accord? Sauf déformation, normalement, on a le talon-fesse, hein. Par contre, avec des exercices en décharge, donc pas forcément avec des accroupissements. On peut le faire, comme j'ai montré tout à l'heure, des exercices des séjours où on vient vraiment gagner la flexion du genou et progressivement venir sous des accroupissements très contrôlés, parfois avec un allègement de poids. Vous voyez, la question d'allègement de poids pour être très progressif, hein. Et pour les plus de 60 ans, quels sont les conseils? Ben, je dirais, et on peut finir avec ça, c'est que il faut savoir bien vieillir. Moi, j'ai dit que franchement, le couple et le vieillissement, en psychologie, c'est les deux domaines dans lesquels on galère, en fait, hein. On ne sait pas vieillir, en fait. On a 58 ans et on veut faire comme quand on avait 25 ou 28, vous voyez? Et ça, je me rends compte chez les danseurs énormément, par exemple, les circassiens, oui, ils commencent trapézistes, ils finissent jongleurs. Ils savent qu'il faut se calmer un peu, hein. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais je vois des danseurs classiques notamment, à 5 ans, 7 ans, ils veulent toujours faire ce qu'ils faisaient à 25. Vous voyez. Donc,
la question de pourquoi j'ai ce besoin-là, comment je peux faire pour vieillir, bien vieillir avec honorabilité, avec dignité et ça me sentir vieux, quoi. Non, tu as juste 57 ans, hein, pas plus, pas moins. Hein. Donc, il y a toute une question plus d'ordre psychologique. Hein. Donc, voilà, après, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, c'est cas par cas, d'accord? Mais je pense que les savoir adapter sa vie à son âge, c'est quand même un art. Il y en a qui arrivent très bien, avec beaucoup d'élégance, et d'autres où ça fait un peu des peines quand même. Hein. Donc, je suis dedans, hein, attention, je ne me mets pas dehors, j'aime pas vieillir, et moi aussi, il y a des jours que j'ai envie d'avoir 20 ans, d'accord? Mais voilà ce que je peux répondre. Est-ce qu'il y a des questions ici pour les personnes qui vous êtes présentes? Des choses qu'on n'a pas traitées, des questions qui vous semblent... Aude, Sandrine, Bénédicte, Non, super, merci. Je m'excuse, non? j'ai eu plein de coupures et du coup, j'ai basculé là, mais pas de questions. J'ai eu des petits bouts manquants, mais super. Très bien. Mais de toute manière, il y aura le replay si jamais c'était un peu vite, vous voulez le revoir. Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas sur Insta, sous le même le suivi des commentaires, vous pouvez les poser. D'accord? Ah si, moi j'avais une petite question, si je m'en rappelle. Tout à l'heure, tu as dit que du coup, quand il y avait l'usure, c'était autant pour la flexion et l'extension. Il n'y a pas parfois une prédominance dans un sens ou dans l'autre? Oui, notamment. Peut-être que j'ai manqué un bout, Oui, hein. oui, c'est ça. Notamment quand on a fait, si l'usure vient du fait d'une position maintenue extrême, Ah en oui, effet, l'usure est un peu asymétrique, donc on peut avoir un secteur de mobilité qui est un peu plus réduit que l'autre, d'accord? Mais par principe, on dit que c'est une raideur un peu dans tous les sens. Ouais, l'articulation, voilà, elle s'enraidit. C'est des gens qui ont généralement du mal à trouver l'extension et la flexion aussi. Ouais. L'arthrose des genoux, mais importante. Hein, d'accord? Alors, quand on dit genou, juste entre parenthèses, c'est fémoro-tibial, hein, parce que l'arthrose de la patella, c'est rien, ça. Hein, d'accord? Je parle des arthroses vraiment, là, on met des prothèses. ok. Ok. Donc, oui, on peut avoir des raideurs asymétriques, hein, tout à fait. Hein. Et c'est certainement une question bête, mais sur l'articulation de la sacro-iliaque, Mhm, parce que j'avais fait une session avec une anthropologue à l'INRAP qui avait présenté un squelette d'environ 25 ans et elle m'avait expliqué que les datations des squelettes, donc l'étude de l'âge, elle se faisait aussi à travers l'étude de la sacro-iliaque et pas que avec la dentition et le crâne. mhm, Et elle m'avait montré des sacroiliacs qui étaient très boursouflés, justement élargis, comme tu disais tout à l'heure, où la surface elle s'élargit. Et du coup, est-ce que l'arthrose à ce niveau-là, on l'aperçoit ou c'est tellement fin que... Mais c'est-à-dire que déjà la sacroiliaque, c'est pas une articulation type avec du cartilage. Il y en a partout. Il y a une partie qui est à cartilage, mais l'autre qui il y a un tissu fibreux. C'est une articulation un peu hybride. Et puis, on ne peut pas bien agir sur elle. Autant je sais aligner mon genou, autant je ne sais pas aligner ma sacroiliaque. Vous voyez, c'est des micromobilités. Ouais. C'est une articulation qui a vocation d'absorption des contraintes. Hein, c'est pas Mais une articulation qui a des muscles moteurs où je peux agir, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai pris le choix que tout ce qui me dérange un peu, je ne peux pas trop agir, je le laisse de côté. Je me concentre sur ce que je peux agir. Hein. Donc, la ouais, sacroiliaque. Après, je ne savais pas qu'elle était utilisée pour prédire l'âge, c'est ça, des personnes. ouais. C'était avec D'accord. l'Institut national d'archéologie préventive de Marseille. D'accord. C'est les anthropologues et les archéologues, ils ont aussi l'anatomie comparée ou l'évolution. Sont vraiment des pistes intéressantes hein, pour Ouais. nous, les gens qui travaillent avec le corps. Hein. Oui. Apparemment, c'était assez récent et j'avais trouvé ça super intéressant parce que je préparais une petite session d'anatomie sur le bassin où j'avais envie D'accord. d'expliquer que le mouvement au sein du bassin et les mouvements intrinsèques étaient aussi importants, qu'il fallait de la stabilité et de la mobilité. Et du coup, ça montrait par là que ben, c'est vraiment un des cœurs d'absorption du mouvement, quoi. Même si Oui, c'est très léger, mais le petit, oui. C'est vrai, c'est très intéressant. Mais n'hésite pas si tu as des papiers à m'envoyer. D'accord? ouais, En tout cas, j'ai une photo d'une surface oui, mais je veux bien. articulaire que j'avais pris là-bas sur le sujet de 25 ans. Je pourrais te l'envoyer. D'accord, mais je veux bien. Je veux Mm. bien. C'est pas ça. D'accord? Ouais. Et ben, je vous dis bonne soirée et puis à une prochaine, hein, Soirée. avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à Oui, vous. ça marche, Merci. Aurélie. Merci Au revoir. À beaucoup. bientôt. Merci.